Mais matez-moi c'est raciste, matez-moi c'est racelard. Eux, c'est les Black Templars. Et je vous laisse deviner pourquoi il y a autant de mèmes qui pleuvent, qui abondent et qui en font la faction des jeunesses allemandes. Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Les Juifs. Games Workshop propose cette semaine les précommandes pour les nouvelles boîtes Black Templars. Est-ce qu'elles valent le coup ou non? On décortique tout ça en philosophie. Vous regardez Apocalypse, c'est parti. Alors, les Black Templars, qui sont-ils? Bien, les Black Templars, ce sont les fils énervés de Dorn, Royal Dorn, l'un des primarques les plus rigides de la bande. Leur papa, c'est les Imperial Fist, une légion de la première fondation. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo, c'est pas très grave, je vais vous faire un petit résumé de grands seigneurs. Les Imperial Fist, c'est un peu les types qui ont choisi la couleur la plus chiante à peindre de tout l'univers, le jaune. Car oui, c'est encore plus relou que le blanc, et ça, il faut le faire. Côté personnalité, ce sont des stoïciens autistes, ultra dévoués, pas très bavards, mais capables d'avoir des conversations profondes avec du bois, et littéralement du bois. Ce sont des architectes de l'Imperium, ils construisent des citadelles, des vrais pour résister à des obus, mais aussi des symboliques à l'intérieur d'eux-mêmes pour résister à leurs mauvais instincts, aux mauvaises émotions. Résultat, on a affaire à des mecs froids, mais fidèles jusqu'au bout des phalanges. Alors, jusque-là, on peut le concéder, c'est plutôt sexy en termes de lore, il faut bien l'avouer. Mais, du point de vue du jeu, il y a bien un problème. Qui est-ce qui veut jouer ça? Dans un univers de guerre éternelle, personne ne rêve d'être le mec qui tient une ligne de défense, le mec qui tient la ligne Maginot. Nous, on veut des conquérants, on veut du sang, des cris, des beuglements, de la testo. Au fond, on aime moins les défenseurs que les attaquants, les assaillants, comme Alexandre, César, Napoléon. Et c'est là qu'entrent en scène les Black Templars. Car les Black Templars, au fond, sont de grands dissidents. Ils prennent de leur père le meilleur, c'est-à-dire le sens du devoir, mais ils y rajoutent un gros shoot de haine, du zèle religieux et un fanatisme à un poil sélectif. Donnez-moi 3 mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. Ce sont des mecs qui littéralement font des croisades dans l'espace, tout le temps, sans pause café, toujours prêts à traquer du Xenos et des hérétiques. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Là, je suis obligé de vous faire un petit retour sur le lore, un petit aparté, car vous savez qu'après les résidus russes, notre bon vieux Roubouté Guilliman pond le codex Astartes. Il y impose dedans que chaque chapitre Space Marine ne dépasse pas 1000 bonhommes. C'est pour éviter qu'un taré comme Horus refasse une guerre civile galactique avec un bras armé beaucoup trop imposant. Mais un petit détail, ou un gros suivant le point de vue, c'est que les Black Templars sont en croisade permanente. Et ça c'est malin. Parce que la seule exception à la règle des 1000 hommes, c'est justement les croisades, c'est-à-dire ces cas de guerre critiques où la menace, l'ennemi est si imposant qu'eh bien, on obtient le droit de réunir plus de monde. Donc les Black Templars, eux, ils disent qu'ils sont en croisade tout le temps. Pas de repos, pas de base fixe, pas de structure de codex, plus que 1000 hommes donc, on a des effectifs qui explosent les quotas, mais légalement. On joue sur les mots si on veut. Les Black Templars ont littéralement réussi à contourner la loi impériale avec la foi. Et ça c'est beau. Ouais. Bon, là, je dois faire mon mea culpa. Parce que je fais des Black Templars de bon gros haslards. In fine, je suis tous les mêmes que je vous ai présentés en début de vidéo. Mais en fait, un petit détour philosophique et historique nous amène à penser le fait que les Black Templars seraient moins déchelaux qu'on le pense. Frère, ils ont une conception du monde qui est, si j'ose dire, sémitique. Et ça, je vais vous le montrer à travers ma dernière lecture, Made in Black Library, c'est-à-dire La Croisade brisée de Stephen B. Fisher. Alors ce bouquin, La Croisade brisée, c'est quoi? En surface, c'est simple. C'est une énième guerre de l'Imperium, des Black Templars, contre les World Eaters. Les Black Templars débarquent sur un monde sanctuaire, et bim, bam, boum, croisade, bolters, purgation, tout le package habituel. Mais en réalité, et c'est là que ça devient intéressant, cette guerre dépasse très largement le cadre du simple affrontement militaire. C'est pas juste des types en armure énergétique qui se battent et qui s'affrontent. Non, c'est un vrai conflit idéologique
profond, sournois, métaphysique. On a affaire à deux visions du monde qui s'affrontent, de manière diamétralement opposée de concevoir l'existence, le divin, la liberté, l'ordre, etc., etc. La première conception sur l'existence, c'est celle des Black Templars. Et cette conception-là, elle fait écho à des conceptions sémitiques du monde. L'autre, c'est celle des antagonistes, celle des World Eaters, menée par le personnage de Dravek, qui renvoie à une cosmologie indo-européenne. Alors là, je me doute que vous devez être un petit peu perdu, donc je vais me permettre de faire une petite digression avant de continuer, une digression sur la religion dans le monde indo-européen et celui des Sémites, pour que vous compreniez bien mon propos. Dans le monde indo-européen, la religion, c'est du donnant-donnant. C'est une relation contractuelle. Tu passes un pacte, un contrat avec les dieux, je te fais, admettons, une offrande, tu m'envoies la pluie, tu m'aides à gagner la guerre, je te sacrifie 10 bœufs. J'accepte de te servir, in fine, si tu me sers en retour. C'est ça la religion dans le monde indo-européen. Et à Rome, on en a un exemple. On avait ce qu'on appelait les votas. Les votas, c'est des vœux de début d'année qu'on faisait aux dieux, et on les réactualisait ou non en fonction du service client. Est-ce que les dieux avaient exaucé à la fin de l'année ces vœux-là ou non? On fait le compte à la fin d'année, et s'ils les ont exaucés, on continue de les prier. Dans le cas contraire, eh bien, si on a été ghosté, c'est terminé. C'est un culte qui s'éteint. C'est ciao. Le dieu est renvoyé dans le domaine de l'ignorance. Mais on voit que là, avec ce cas des votas à Rome, il y a vraiment un rapport de contrat, un rapport contractuel, qui attend que les deux contractants respectent leur part. Tantôt les hommes qui servent les dieux, mais également les dieux qui servent les hommes en retour. Ça, c'est une caractéristique essentielle de la religion dans le monde indo-européen. À l'inverse, dans le monde sémitique, on n'a pas du tout cette logique contractuelle. La religion répond plus à une logique, on va dire, de soumission devant la toute-puissance des dieux. Nota bene d'ailleurs, quand je dis sémite, j'entends pas seulement les juifs. On a en tête évidemment les musulmans, ou pour prendre un peuple plus ancien, les Mésopotamiens. Les Mésopotamiens de notre ami Lourd Gilgamesh. Et d'ailleurs, les Mésopotamiens ont une expression à propos de leur dieu, qui est Palaili Usani. Littéralement, ça veut dire « crains les dieux et soumets-toi ». Ici, on ne s'incline pas suite à un marché, mais suite à une crainte. On n'est pas du tout dans cette idée de servir les dieux s'ils nous servent en retour. Ce sont des dieux, un point c'est tout, on se soumet. On est né pour servir et on tire de la fierté de son obéissance. On trouve la même chose dans la religion musulmane d'ailleurs. Islam signifie littéralement soumission. Et ce n'est pas une mauvaise soumission, on est fier de servir Dieu. Et enfin, le meilleur ou le pire pour la fin, tout dépend de la perspective, si le goy que je suis peut commenter la chose ainsi, le judaïsme répond également à cette logique de soumission devant la toute-puissance de Dieu. Regardez dans l'Ancien Testament, la ligature d'Isaac. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils en son honneur. Mais Abraham est bien malheureux, car Isaac est son fils après tout, mais par pure piété, eh bien, il obéit à Dieu. Et on n'obéit pas à Dieu dans la demi-mesure. Il se lance et il s'apprête à sacrifier son fils en son honneur. Mais voilà qu'un ange débarque du ciel et arrête sa main au moment de lui donner la mort. Il s'agissait là de tester la loyauté d'Abraham. Mais au fond, un Dieu peut demander à un homme d'aller jusqu'à tuer son fils pour lui. On voit bien que le contractualisme est complètement cassé, entre guillemets. Il s'agit bien de se soumettre et non de tirer quelque chose d'un échange de sa servitude. Donc en conclusion, la religion indo-européenne est véritablement éprise de liberté au sens de liberté contractuelle, tandis que la religion sémitique est éprise, quant à elle, d'obéissance face à la perfection, face à la toute-puissance. Il s'agit avant tout de parler de crainte, d'obéissance, de soumission face à la toute-puissance d'un dieu. Telle est la religion sémitique. Bon, là vous me direz pourquoi je parle de tout ça dans une vidéo de Warhammer. Pour du dérapage, c'en est un très très gros, presque au niveau de Jean-Marie. Je suis en piste depuis longtemps. Eh bien, c'est qu'en lisant La Croisade brisée, on s'aperçoit que ces deux conceptions du monde s'affrontent au 40e millénaire. D'un côté, l'Imperium représente l'élément sémite. Les Black Templars sont dans une logique de soumission totale à l'empereur Dieu. Et donc non, ce ne sont pas des schleux, hélas, dans la mesure où ce ne sont pas des Indo-Européens. Donc Imperius Secundus peut-être, Troisième Reich sûrement pas. Et de l'autre côté, justement, il y a notre antagoniste, Dravek, un World Eater qui dit fuck à l'empereur et qui se jette dans les bras du chaos. Mais attention,
Ce n'est pas parce que c'est un vilain dégénéré, un traître qui adore découper des civils en hurlant. Non, Dravek, il ne trahit pas l'empereur pour le plaisir, il le trahit parce qu'il cherche la liberté. Quand il servait l'empereur, il n'était pas un héros, ce n'était pas réellement un frère d'armes, pas un individu, c'était une arme, point. Un outil de destruction, un fusil avec des jambes. Et ça, on lui rappelait bien. Son primarque, sa hiérarchie, l'empereur lui-même, tout lui répétait « Tu n'es pas là pour réfléchir, tu es là pour tuer ». Et au bout d'un moment, eh bien, pour un Indo-Européen, ça pète. D'autant plus qu'il faut ajouter que les World Eaters ont, sur ordre de leur primarque, une installation mortifère sur leur crâne qu'on appelle les clous de boucher. C'est une technologie bien dégueulasse, implantée dans le cerveau des World Eaters, qui les plonge dans un état de rage permanente. Pulsions incontrôlables, tremblements, bave aux lèvres, vous voyez le tableau. Alors ouais, Dravek s'est tourné vers le chaos. Mais pas parce qu'il voulait faire le mal, pas parce qu'il trouvait la sanguinolence de Khorne, le dieu du chaos, à son goût. Non, il l'a fait pour se libérer de ses chaînes, pour reprendre le contrôle de son corps, de ses pensées, de son existence, jusqu'alors totalement soumise. Mais tu te doutes bien que dans Warhammer, la liberté, ce n'est jamais gratuit. Il faut bien que Dravek se livre aux puissances de la ruine, dans l'espoir d'échapper à l'empereur, à l'Imperium, à son primarque, à tous les fantômes d'autorité et de technologie qui le hantent jusque dans sa moelle. Mais, hélas, c'est là que le piège se referme, parce que oui, il s'est libéré de sa première soumission, mais pour mieux se prosterner in fine devant une autre. Avant, il pliait le genou devant l'empereur, devant Angron, et face à ses malheureux clous. Maintenant, il s'écrase devant les dieux du chaos. Super upgrade. Le genou est toujours à terre, mais cette fois c'est avec du sang, des tentacules et des murmures dans la tête. Et d'ailleurs, à un moment du livre, il dit ironiquement que loyaliste ou hérésiarque, disciple de l'empereur ou de Khorne, au fond il n'a pas vu son existence changer, et il continue de donner la mort, d'apporter les tueries sur les mondes, sa situation n'a pas évolué, rien n'a véritablement changé. Il finit donc par trahir, par se retourner contre les forces du chaos également. Mais c'est bien trop tard, la punition est alors expresse, c'est une possession démoniaque qui l'accable. Dravek devient littéralement la marionnette d'un démon, son corps se tord, son esprit est écrasé, et ce qu'il reste de sa conscience est condamné à regarder son propre cadavre, son propre corps, servir les dieux qu'il déteste. Il n'est plus que le spectateur de sa propre damnation. Et là, on comprend que le titre de Croisade brisée est in fine un trompe-l'œil. On croit que ça parle principalement des Black Templars. C'est encore une croisade, encore des mecs en armure noire qui hurlent pour l'empereur Dieu, en cramant des mutants à la chaîne. Mais non, c'est en réalité l'histoire de Dravek, c'est-à-dire l'histoire d'un World Eaters en quête de liberté et qui se casse les dents dans sa quête, qui se brise sur son destin. Oui, la liberté n'est pas de ce monde. Enfin, pas de celui de 40K. Tel a été l'effroyable constat d'un Indo-Européen en quête de liberté et qui a cherché à marchander en vain avec les dieux du chaos. Vous comprenez le contractualisme. En conclusion, à travers cette exploration philosophico-historique de la religion, vous comprenez en quoi les Black Templars ne peuvent pas être des boches. Leur goût pour la soumission devant l'empereur Dieu et la fierté qu'ils en tirent rappellent en réalité moins les casques à pointe que les sémites. Et c'est ça le propos en fin de compte après mon introduction. La conception indo-européenne du monde ici, donc grosso modo c'est l'allemande on va dire, en tout cas qui inclut les Allemands, et cette position-là elle est défendue et plus adoptée par les World Eaters. Et par un World Eater en tout cas du nom de Dravek qui est en chute libre, qui est en pleine déchéance face à un destin inexorable et qui l'oppresse. Alors, je sais que certains voudront me contester que les Black Templars ne sont inspirés ni des Juifs, ni des musulmans, ni des Mésopotamiens, mais des chrétiens. Que sont littéralement des croisés de l'espace, à l'instar de ceux en route, en plein XIe siècle, vers Jérusalem, pour précisément pourfendre des sémites. Et là, je ne peux que vous donner raison. En soi, la croix qu'arborent les Black Templars provient de l'iconographie chrétienne. Je vous laisse chercher la page Wikipédia si ça vous intéresse de la Croix de Malte. Maintenant, si vous faites partie de ceux gênés par les potentielles origines sémitiques des Black Templars, eh bien, je ne peux trop rien pour vous. Parce que vous savez qu'on parle de judéo-christianisme, c'est-à-dire d'une filiation du judaïsme au christianisme. Jusqu'à preuve du contraire,
Le tombeau du Christ est à Jérusalem, il n'est pas à Paris ou à Francfort. Mais c'est vrai qu'on peut défendre le fait que cette expression de judéo-christianisme est trop hâtive. Certains, comme monsieur Henri de Lesquen, luttent pour faire reconnaître l'expression d'helléno-christianisme. Et ce n'est pas si bête. En soi, si le christianisme a des origines sémitiques, il s'est essentiellement développé pendant 2 millénaires sur le sol européen. Il a donc acquis, on peut le supposer, des codes indo-européens. Mais personnellement, là, je n'ai pas très envie de revenir sur tous ces codes-là. Premièrement, parce que ça me ferait sortir du sujet de Warhammer. Je ne veux pas vous tirer de force dans des débats houleux au sein des sphères identitaires. Secondement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, et qui m'intéresse assez peu en fait. C'est que je trouve du panache à la forme absolue d'un pouvoir, particulièrement à celui de l'empereur Dieu, et ça me suffit. Pas besoin de disserter sur un potentiel judéo-virus, comme le fait de Lesquen. Donc, je pense qu'on va très rapidement passer aux boîtes Black Templars et conclure là-dessus. À propos des patrouilles de combat, l'ancienne comme la nouvelle boîte sont très intéressantes. Games Workshop nous avait déçus avec quelques boîtes passées à propos d'autres chapitres, mais celles des Black Templars sont essentiellement parfaitement appropriées. Le seul bémol qu'on peut avoir à la rigueur, le seul grief, c'est que les nouvelles boîtes ne présentent plus de véhicules. On a au mieux des dreadnoughts, voire rien du tout, comme c'est le cas dans la nouvelle patrouille Black Templars. Donc rien que pour ça, je vous conseillerais de vous fournir l'ancienne, parce qu'elle a un impulsor primaris avant qu'elle entre en rupture de stock. C'est assez intéressant parce que mine de rien le véhicule on doit être autour de 60€, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'une boîte, une patrouille de combat est tout de suite intéressante. Mais bon, soyons honnêtes, c'est rattrapé par les unités et les personnages, le personnage de la nouvelle boîte. On a un champion de l'empereur, ce qui est un impératif quand on joue Black Templars. Narrativement, pour le RP, le goût du lore, ce n'est pas très sexy de jouer sans. Et je ne parle même pas des frères d'épée qui vont avec. Secondement, on trouve des vétérans Blade Guards, qui constituent, à mon sens, les plus belles figurines qu'on a aujourd'hui dans la gamme Space Marine. Donc le bilan, c'est que les deux patrouilles, l'ancienne comme la nouvelle, les deux patrouilles de combat régalent. Et je ne peux que vous les recommander pour commencer une armée Black Templars. Je vous conseillerais même de prendre les deux. Maintenant, je vais me permettre un seul commentaire négatif, mais je vais avoir un peu de mal à l'appuyer étant donné le moment où je fais la vidéo. C'est que je vois que sur le Reddit, le R Black Templars, ça râle. Ça râle beaucoup, à cause apparemment d'un méchant nerf que risquent de se prendre nos Templiers. On a quelques leaks, on a quelques aperçus, et on sait donc que ce nerf va arriver, sachant que le win rate du chapitre est déjà bas. Il me semble que c'est l'un des plus bas qu'on ait aujourd'hui parmi toutes les factions jouables sur 40k. Mais ça sera patch, comme d'habitude, vous le savez. Puis, comme je crée du contenu sur le lore et son contenu philosophique, vous doutez que je pense que l'intérêt que vous avez pour un chapitre, pour une faction, le fait que ce soit un chapitre de cœur, prime sur son côté, méta ou non, sur l'instantané. Voilà tout le lore et le contenu idée, si je puis dire, que j'ai pu vous livrer à propos des Black Templars. À vous désormais de vous élancer, pareil à des traits de foudre sur les tables de jeu pour mener la croisade. J'espère vous y voir en tout cas. C'était Apocanitch, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Auquel cas, le like, le sub, la cloche et le partage, vous connaissez la chanson. Et à très vite.